Bonsoir à tous. Il y en a un certain nombre que j'ai vu cet après-midi en faisant un peu le tour des ateliers. Donc je trouve ça plutôt bien parce que c'est un peu le prolongement de cet après-midi. Disons qu'en échangeant avec les intervenants, l'idée était de faire un peu une prolongation de ce que vous avez pu voir cet après-midi et de pouvoir échanger avec eux. Stéphane Gauthier, je suis ici dans les murs mais pas dépendant de l'UIT puisque je suis directeur de la mission locale qui se trouve au premier étage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, mission locale, c'est pour les jeunes 16-26 ans qui ont besoin de travailler leur projet professionnel, rechercher un emploi. Mais j'ai pas que cette casquette-là, et c'est ce qui m'amène ce soir à animer un peu cette conférence. Alors je suis pas animateur de profession, vous m'excuserez si je suis pas au top, mais ce qui m'amène là, c'est que j'ai une autre casquette qui est une casquette de consultant en systémique et en thérapie brève. Alors quand on a dit ça, on a tout dit. Les systèmes, ils sont partout. Rien que le système d'exploitation que vous avez sur vos PC. Et l'idée est bien de regarder les interactions de tous ces fonctionnements-là. J'ai 48 ans. Le système informatique a émergé pour peu de temps encore. Le système informatique a émergé au niveau collège-lycée quand moi j'étais en 5e. J'ai eu la chance d'avoir un prof de physique qui, quand il a vu ça, était passionné et m'a permis de mettre le doigt dessus dès le départ, où au départ on faisait des petits montages pour des jeux de casse-briques, ce genre de choses. Mais du coup, ça m'a permis de voir un peu toute l'évolution de ce bel outil, et de par ma formation en systémique, de mesurer aussi les contreparties. Je ne suis pas là pour faire le conférencier, donc je vais juste dire 2 mots là-dessus, parce que ça me tient trop à cœur. Tous autant qu'on est en tant qu'humain, on grandit, on se définit et on apprend qui on est en interaction avec les autres, parce qu'on va tenter des choses dès la maternelle, à faire des crasses à un, ça marche pas très bien, on le fait 2 fois, on se fait recevoir, la 3e fois on dit bon j'arrête, et en fait tout le long de notre vie on se constitue en étant en interaction avec les autres. Moi, plus jeune, si j'avais besoin d'informations sur un sujet qui me passionnait, il fallait que je sorte de chez moi, il fallait que j'aille à la bibliothèque, il fallait que j'aille chercher les informations. L'arrivée de cet outil-là a fait que ça fait une fenêtre ouverte sur l'information de façon exponentielle à une vitesse phénoménale. Donc là, de ce côté-là, je l'utilise tous les jours. Je ne fais pas partie des réacs qui ne veulent pas utiliser cet outil-là, bien au contraire. Par contre, le danger, c'est qu'ayant accès à tout ça en restant devant son écran, on en perd les interactions avec les autres. Et une des dérives que je peux constater, heureusement c'est pas pour tous, mais comme on est dans une IUT un peu dédiée à ça quand même, l'idée c'est aussi, pas forcément de vous avertir, mais au moins de garder ça en tête, c'est que même si vous avez une ouverture à un maximum d'informations, elle vous nourrit, mais elle ne vous aide pas à savoir qui vous êtes. Et si vous ne contrebalancez pas avec des interactions avec les autres, dans tout type de situation, en soirée, après les cours, dans le sport, et ainsi de suite, y a un moment on a du mal à savoir qui on est et à se construire. Donc moi c'est un peu la vision que j'ai de tout ça. YouTube, j'utilise. J'y suis parce que j'ai fait une conférence TEDx justement en systémique en école d'ingé l'année dernière. J'avoue que j'y suis allé parce qu'on m'a demandé, j'étais pas forcément convaincu de l'outil. Aujourd'hui avec le recul et le nombre de vues que j'ai eu, elle me précède cette vidéo et ça me fait une carte de visite que je n'avais pas mesurée au départ. Et donc je navigue avec mon temps comme je peux. Vous êtes beaucoup plus avancé que ça là-dessus. Et je tenais juste à faire ce point d'alerte sur attention, ne pas oublier les interactions, parce que c'est aussi comme ça qu'on se construit. Donc ce soir, le thème de la soirée, c'est YouTube est-il un média d'éducation à prendre en compte. L'idée, c'est pas de faire une conférence type cours magistral et que vous absorbiez ce qui est dit. L'intérêt, c'est bien aussi d'échanger avec vous. Il y a un micro qui peut circuler. Je sais, comme habituellement, que c'est toujours compliqué de démarrer un petit peu ça. Et heureusement pour nous, je vais dire, dans les invités qui sont en bas à la tribune, il y a eu un oubli, qui est Émile Villemain. Un certain nombre le connaissent ici, puisqu'ils sont en cours avec ou c'est un collègue. Alors pourquoi Émile est avec nous ce soir? C'est parce que, même si aujourd'hui il n'est peut-être pas forcément actif sur sa chaîne, il a une chaîne YouTube qu'il a créée assez jeune. Et du coup, il est un peu, le fil conducteur, enfin le lien entre les professionnels qui vont s'exprimer
et puis vous. Donc l'idée, c'est au plus possible jouer le jeu. N'hésitez pas à nous interrompre, à faire des remarques, à poser des questions dès que vous le sentez. On ne va pas mettre de règles, mais au contraire, n'hésitez pas. Donc je propose que chacun des intervenants puisse se présenter plus largement. Et puis, s'ils en sont d'accord, même pendant leur présentation, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Honneur à vous, mesdames. Bonsoir à tous. Alors, je suis Sandrine Philippe. Donc, moi, j'ai pas 48 ans, mais quand j'étais en 5e, je passais mon temps au CDI où j'avais un ami très proche qui était en charge de la gestion du réseau du collège aux côtés de son professeur de techno. Donc effectivement, j'ai aussi pu voir une partie de l'évolution de tous ces outils et de l'arrivée de nouvelles plateformes. Et aujourd'hui, je suis donc professeur documentaliste, ce qu'on appelait parfois dame du CDI. Et j'enseigne à des collégiens l'éducation aux médias et à l'information. Je travaille en particulier sur les questions de culture de l'information et de culture numérique pour qu'ils apprennent vraiment à se repérer dans ce nouvel environnement. Et en parallèle, je mène une thèse au Centre de recherche sur les médiations à l'Université de Lorraine, consacrée aux pratiques adolescentes sur YouTube. Donc plus que YouTube, ce qui m'intéresse, ce sont vraiment les usages, les pratiques de ces jeunes sur une plateforme pour laquelle ils sont très enthousiastes. Donc je passe. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis Renaud, le capitaine du Nexus 6. Qui connaît Nexus 6 ici? Ça va, c'est pas mal. Les autres, abonnez-vous, merci. Nexus 6, c'est une chaîne YouTube donc, qui parle de science-fiction. Désolé pour ceux qui ont déjà entendu ce laïus cet après-midi, mais donc on parle de science-fiction donc, dans les arts. Cinéma, littérature, jeux vidéo, n'importe quel art, tant que c'est de la science-fiction, on va en parler. Mais l'idée, c'est de parler de science-fiction dans un univers de science-fiction, puisque l'objectif, c'est aussi de faire une web-série. Pourquoi on m'appelle le capitaine? C'est parce que je suis capitaine d'un vaisseau spatial, j'ai un équipage, et en fait au fur et à mesure des épisodes, pendant mes analyses, vous allez suivre nos aventures à travers la galaxie. Donc on a des scènes d'action, on a de l'humour, de l'amour, on a des aliens, on a des effets spéciaux, et l'idée, en fait, si je devais résumer la chose, c'est de créer le Star Wars français, tout simplement, et en toute humilité. Du coup, on est un petit peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire la sphère que j'appelle vulgarisatrice. Donc nous, on est dans la vulgarisation culturelle, pas scientifique ni historique, mais culturelle. Et aussi sur la sphère fiction, YouTube fiction. Et l'objectif, il est clairement cinématographique. C'est quand même de montrer qu'on peut être ambitieux sur YouTube. Voilà. Et je suis très impatient de discuter avec mes collègues. Prenez peut-être l'eau. Bonjour, donc moi c'est Dimitri alias Monsieur Bidouille. Moi je vais faire le même sondage. Qui connaît Monsieur Bidouille? Ils sont moins nombreux quand même. Merde. Ah non? Si, ils sont moins nombreux. Voilà. T'as combien d'abonnés? Donc voilà, donc Monsieur Bidouille, c'est une chaîne de vulgarisation technique. Donc je parle de choses très intéressantes comme le réseau électrique, comme comment on creuse des tunnels, comme comment on peut fondre du verre en micro-ondes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et plein d'autres choses. Voilà, je parle de machines, de matériel, de matos, etc. Et mon objectif, c'est de réussir à rendre ça intéressant. Voilà, et de montrer en fait que l'univers technique et toutes les choses qu'on arrive à fabriquer, ça peut être des choses qui sont, ça peut être fait avec des choses qui sont très intéressantes, avec des techniques qui sont très intéressantes. Donc voilà, moi il y a de la vulgarisation scientifique et moi je me pose la question de comment on applique la science en fait pour fabriquer des trucs. Voilà. Bonjour, moi c'est Émile, je suis étudiant ici à l'IUT, mais également vidéaste ou youtubeur, on appelle ça comme on veut, de plus de 40 000 abonnés sur YouTube. Qui me connaît ici? Wow, quand même, sympa. C'est pas comme si on était potes, hein, pas du tout. Et du coup, moi je vulgarise l'astronomie sur YouTube, en tout cas sur mes dernières vidéos. Et voilà, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, hein. Il y a pas mal de trucs à dire, hein. Je vous le promets. Et puis je vais passer la parole à quelqu'un qui a des trucs à dire pour l'instant.
La question est surtout déjà, puisque là, l'idée c'est de YouTube, il y a tout et n'importe quoi. Qui utilise YouTube pour aller chercher de l'information pour... D'accord. Ça fait beaucoup. C'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc vous avez bien raison d'être venu ce soir par rapport à ça. Et vos méthodes pour chercher ce genre d'informations, c'est tout et n'importe quoi aussi, ou vous avez un peu de méthodologie? Est-ce que vous prenez des précautions? Est-ce que... Les chaînes recommandées par les personnes qu'on a l'habitude de suivre, c'est souvent un bon moyen de tomber sur des sujets qui nous intéressent. Moi, c'est pas la peine. Moi, c'est sûr que ça marche. Les chaînes recommandées sur les utilisateurs qu'on suit déjà, c'est souvent une bonne technique. En France, il y a quand même une tendance à se coopter assez singulière, et du coup, c'est un bon premier pas, je pense, un bon outil pour rechercher en ayant déjà fait quelques choix en fait auparavant. Est-ce que c'est la majorité qui effectivement utilise ce genre de moyens de vérification entre guillemets? Parce que je crois que c'est un des sujets importants. Oui, enfin après nous en tant que créateurs, c'est sûr que c'est aussi la manière de toucher un nouveau public. Enfin nous c'est clairement comme ça qu'on a fonctionné, c'est-à-dire que pour gagner en abonnés, on est toujours passé par la collaboration. Maintenant même la collaboration, il suffit pas juste d'apparaître chez quelqu'un ou que quelqu'un vienne chez soi pour que ça génère un envoi massif d'abonnés. Il faut que... Et ça, c'est bon, on en discutera peut-être. C'est aussi ma philosophie, c'est que faut faire un contenu de qualité, faut réfléchir la collaboration, faut faire un double épisode, en fait, faut pas se foutre de la gueule du public. Voilà, tout simplement. Ce qui n'est pas la règle sur YouTube. Je ne citerai pas de nom encore, car je n'ai pas assez bu, mais j'ai pas besoin d'avoir bu pour le faire. On verra au fur et à mesure de cette conférence. Mais l'idée, c'est qu'effectivement. C'est important. Moi, j'aimerais, en fait, on pourrait juste partir de la question de base, en fait. Est-ce que YouTube est un média d'éducation à prendre en compte? Moi, je considère que oui. Maintenant, je pense que ce serait intéressant que chacun donne juste une petite réponse là-dessus. Moi, je dirais oui. Maintenant, c'est à croiser avec d'autres sources. Et surtout, moi, je suis vachement du genre à responsabiliser les viewers, donc le public, par rapport à leur utilisation de ça. Et je pense que c'est vraiment là-dessus que je vais orienter ma réponse future. Alors pour la question de recherche d'informations, donc effectivement pour tout ce qui va consister à se divertir, de ce que j'ai constaté en enquête auprès d'adolescents, c'est que effectivement ce qui fonctionne beaucoup, c'est le bouche à oreille, c'est le partenariat entre youtubeurs, c'est finalement les jeunes qui apprécient un youtubeur, qui vont s'abonner à ce youtubeur et le suivre, lui font confiance. Et se disent que s'ils travaillent avec un autre youtubeur ou s'ils recommandent quelqu'un d'autre, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui leur conviendra également. Donc ça, c'est pour ce qui va consister à se divertir. En revanche, quand on parle de recherche d'informations, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle d'un tutoriel pour apprendre à réparer son vélo? Est-ce qu'on parle d'une information, on peut entendre que YouTube favorise les vidéos conspirationnistes, par exemple. Ça va vraiment relever finalement de la navigation un petit peu au hasard. C'est-à-dire que donc les algorithmes de YouTube sont diablement efficaces, mais le travers de ces algorithmes, ça va être que les contenus sensationnalistes, les contenus qui suscitent beaucoup d'interactions vont remonter parmi les premiers résultats et surtout parmi les recommandations affichées en page d'accueil par défaut. Et c'est comme ça qu'on se retrouve confronté à des vidéos sur le changement climatique ou des vidéos anti-vax, par exemple. Tout ça, ce sont des vidéos, des sujets qui suscitent beaucoup de réactions des internautes, qui du coup sont détectés comme de bonnes vidéos, puisque le critère de ces algorithmes, c'est l'interaction avec le public. Donc ces vidéos vont remonter en proposition automatique. Donc il y a vraiment ce côté, finalement, entre être actif dans sa recherche, ce dont j'ai besoin et je vais le chercher. Et là, je pense que vous êtes à peu près compétent dans l'évaluation des vidéos. En tout cas, les adolescents que j'ai rencontrés me disent « je compare, je regarde les sources, je regarde aussi quand je veux réviser, est-ce que ça dit la même chose que mon manuel, est-ce que ça dit la même chose que mon chapitre d'histoire ou de physique-chimie ?» Et en revanche, le problème se pose davantage quand on navigue un petit peu à l'aveugle et qu'on veut passer le temps sur YouTube. Quand on est finalement, quand on délègue
sa navigation aux algorithmes. Je vais revenir sur ce que disait Sandrine. En fait, sur YouTube, on trouve de tout. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir accès à du contenu éducationnel de qualité, il va falloir se munir d'un gilet pare-balles. Et ce gilet pare-balles, c'est le sens critique, c'est l'esprit critique, savoir donc croiser les sources. Afin de savoir si la personne qui me parle derrière sa caméra me dit des choses vraies ou pas du tout en fait. Donc c'est important d'avoir d'esprit critique pour pouvoir dissocier le contenu qui va vraiment être éducationnel du contenu qui va plus être soit du divertissement, soit de la désinformation tout simplement. Moi c'est sur la question de recherche d'information, enfin le sens premier du terme. Enfin, quand on me dit recherche d'informations sur YouTube, c'est comment poser du parquet ou déboucher un évier, quoi. En fait, parce que basiquement, quand je vais sur mon fil d'abonnés, j'y vais pour être étonné, j'y vais pour être instruit, mais je ne sais pas sur quoi, en fait. Il y a des chaînes que je suis, et moi, de toute façon, je suis dans cette philosophie-là aussi, c'est que j'essaye toujours de trouver des sujets et d'expliquer des trucs auxquels on ne s'attend pas, ou de dénicher des sujets et de dire ben, regarde ça c'est intéressant. Moi je te montre, je sais pas moi, voilà, sur ma dernière vidéo c'est comment on gère le réseau électrique. Bon voilà, c'est quand même intéressant quand on dit ça comme ça, mais vous m'avez compris. Voilà, et donc du coup c'est vrai que moi il y a une part qui n'est pas de recherche en fait dans ma pratique de YouTube et dans la pratique de je fais des vidéos. C'est que je me dis, il y a des gens, ils vont venir voir mes vidéos, et en fait, il faut que je leur donne quelque chose qui peut les intéresser, voilà, et qui va les attraper comme ça. Et donc, je veux leur donner, après, je vais leur donner des infos, je vais les prendre, et tout le long de la vidéo, ils vont apprendre des trucs, ils vont rire, ils vont voir des trucs, et ils vont ressortir en disant, ah ouais, c'est cool, j'ai appris un truc, c'est sympa. Voilà. Moi, la question, c'est surtout c'est le mot éducation, pour faire un peu de sémantique. C'est un média pour attraper de l'information, donc on se nourrit d'informations, mais dans quelle dimension, à un moment, ça va nous éduquer? Qu'est-ce que ça nous apporte en termes d'éducation? Et c'est plus ce mot-là, moi, qui me questionne dans cette recherche ce soir, c'est de dire, à force d'avaler des vidéos, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous au niveau de votre éducation? Enfin, qu'est-ce qui vous... quel changement ça crée? Alors, je voulais intervenir déjà sur la question de est-il un média d'éducation? Moi, ce qui me dérange un petit peu surtout, c'est de considérer que YouTube serait un média d'éducation. C'est-à-dire que YouTube a effectivement une prétention pédagogique. Ils aiment bien... voilà, ils aiment bien surfer sur le côté on vous aide à apprendre des choses. Il y avait eu des campagnes School of YouTube ou des choses vraiment des chaînes d'agrégation YouTube for Teachers où vraiment ils aiment avoir cette image d'éducation des masses, d'éducation. Voilà, on fait des bonnes actions pour pouvoir diffuser la connaissance. Alors ça, c'est en général de toute façon le motto de Google également. Google qui numérise des bibliothèques, Google qui veut développer des outils, Google qui fait des Google Doodles pour célébrer des événements culturels et qui du coup s'approprie des valeurs, se crée une image de marque, se crée une image de mécène, de protecteur des arts, de la culture et de l'innovation. Mais finalement, YouTube, c'est juste une plateforme. Et ce qui fait la valeur de YouTube, ce qui fait que vous y allez, c'est pas vraiment YouTube. C'est de savoir que vous allez trouver les contenus. Mais les contenus ne sont pas développés par YouTube. YouTube vous met en relation avec des contenus développés par les vidéastes. Et donc, j'estime pour ma part que ce qu'on trouve sur YouTube, c'est le fait des vidéastes. Et s'il y a éducation sur YouTube, elle est le fait de vidéastes. Même si YouTube aime beaucoup quand même cette image, se donner cette image voilà, de diffuseur de contenu éducatif et de protecteur de la connaissance. Moi, je vais parler un peu en tant qu'enseignante, du coup, puisqu'il y a la question de l'éducation qui est posée. Moi, il me semble que c'est pas une éducation en soi, c'est-à-dire que c'est un outil qui, effectivement, peut être utilisé dans cette visée-là.
Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tant YouTube en soi, c'est effectivement ce que vous disiez avant, c'est-à-dire que des gens, à un moment donné, vont repenser, vont vulgariser des choses autrement et de manière beaucoup plus didactique, beaucoup plus pédagogique qu'un enseignant qui pourrait le faire en classe. Enfin, je veux dire, une vidéo YouTube, elle est souvent attractive. Et ça questionne aussi le média vidéo en lui-même, c'est-à-dire que souvent une vidéo, ça va happer les étudiants pendant quelques minutes. Et ça, pour moi, c'est un bon outil en classe parce que ça permet justement de refocaliser l'attention sur quelque chose. Mais après, encore faut-il s'en servir. C'est-à-dire que c'est pas le tout de diffuser une vidéo, c'est qu'est-ce qu'on en fait et au service de quoi on le met. Et pour moi, l'éducation, elle se fera par là, elle se fera pas sur la vidéo en soi. Ça, je rejoins complètement. C'était un peu pour ça que j'avais commencé avec les propos, en disant qu'effectivement, ça va apporter un contenu, donc ça ouvre une bibliothèque énorme, mais que si vous en restez à juste happer le contenu sans avoir à le partager, le vérifier, échanger, que ce soit encadré, c'est là où moi je vois un peu la dérive. C'est qu'effectivement, après, on fait que avaler du contenu. Quant à le digérer et comment le digérer, c'est en ce sens que moi je responsabilise le public en fait, et ça rejoint ce que tu disais, c'est avoir un sens critique. En fait, c'est avoir une base qui est déjà existante au niveau intellectuel, culturel et d'habitus même, qui fait qu'on va être dans la bonne démarche vis-à-vis de YouTube. Bon, déjà, en fait, la question, est-il un média d'éducation à prendre en compte? Moi, très clairement, on ne parle pas du tout YouTube, on parle du YouTube vulgarisateur, en fait. C'est sûr que tout ce qui est... déjà, il faut, en termes de chiffres, je crois que 80 ou au moins 75% du trafic sur YouTube, c'est les clips vidéo, de musique. C'est pas le reste. Le reste, ça ne représente rien. La majorité des vidéos sur YouTube, c'est des vidéos musicales, c'est du clip. Donc, déjà... On enlève. En plus, l'aspect vulgarisateur, c'est une spécificité bien française. Ça se développe de plus en plus aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, etc. Mais en tout cas aussi, comment ça a été repris par les pouvoirs publics et par les médias français, etc. Ce phénomène, il est très très fort en France parce qu'on a une culture de l'éducation. Enfin, l'éducation nationale en France, c'est vachement orienté vers la culture générale, alors qu'il y a d'autres pays où on spécialise bien plus tôt dans son parcours scolaire, etc. Bon, ça, c'est un autre aspect. Mais pourquoi, moi, j'appelle à responsabiliser le viewer, c'est que, voilà, esprit critique, savoir croiser les sources, tout ça, etc., c'est une culture qu'il faut déjà avoir de base. Parce que, et j'en ai parlé avec des youtubeurs vulgarisateurs, qui donc font du contenu scientifique, historique, etc. Et souvent, on parlait de quelques minutes pour appuyer un point, etc., on se rend compte de plus en plus aussi que l'attention des élèves déjà en classe, je suis fils de prof donc je le sais, elle descend de plus en plus d'année en année, de génération en génération. C'est normal, c'est une autre manière de voir les choses, d'appréhender l'information, etc. Mais c'est encore pire quand on est chez soi, c'est-à-dire que quand on est en cours et qu'on n'a encore pas le droit de sortir son portable, bon, on écoute et on regarde encore un petit peu le prof, mais on sait tous que c'est de moins en moins le cas. Mais quand on est chez soi, devant son écran, et ben en même temps, on fout la vidéo de Dirty Biology qui est passionnante, 30 minutes d'analyse sociologique, biologique et historique sur un sujet, et puis au bout de 5 minutes, on est comme ça, et la vidéo tourne à côté, et puis on se dit « Ah merde !» Et en fait, on ne regarde pas pleinement, on ne s'implique pas réellement intellectuellement dans la chose. Et c'est en ça où souvent, moi je dis, les viewers, si la vidéo elle fait 20 minutes, ils retiennent 3 minutes, 1 minute du truc. Et encore, il y avait des blagues pour rendre le truc un peu digeste, il y avait de la rythmique, il y avait du montage, il y avait des... En vrai, toutes les vidéos vulgarisatrices de qualité, pour moi, elles mériteraient d'être regardées 3, 4, 5 fois pour qu'on appréhende pleinement tout le sujet. Sauf si on la regardait une fois, bien comme il faut, en regardant de A à Z le truc, sans être occupé par d'autres sujets en même temps. Ou si on l'a pas regardé en plusieurs fois, ou si on n'a pas fait du fast watching, c'est-à-dire en la mettant en x2 pour gagner du temps. Ce qui est une autre pratique. Donc c'est en ça où moi je dis le public a une vraie responsabilité. Et souvent les gens prennent aussi les vidéos de vulgarisation en mode c'est bon, je l'ai regardé, j'ai coché, je suis devenu plus intelligent parce que j'ai pu regarder la vidéo de Dirty Biology, de Nota Bene ou de machin. Et là je pense qu'il y a un vrai problème. Mais c'est un truc qu'on dit très peu en fait, et je parle même de mes vidéos, c'est-à-dire il y a un vrai problème du public vis-à-vis de ça. Très souvent en fait ils ne sont pas dans la bonne démarche dès le début, comme tu l'as dit, il y a une forme de consommation de contenu, d'accumulation de contenu qui fait qu'au final on est complètement brouillé, et après je parle même pas des autres problèmes qui sont les vidéos anti-vax, enfin, tout ce qui est fake news, etc. Encore autre sujet. Mais voilà, moi c'est ma position, je suis un petit peu dur vis-à-vis de ça par rapport aux viewers.
Et aux créateurs, du coup. Moi, du coup, j'ai une question aux youtubeurs. Pour affirmer ça, vous avez, en fait, c'est quelque chose que vous constatez tous les deux ou tous les trois dans les stats auxquels vous avez accès à travers l'interface, ou c'est... Alors moi, je m'en suis rendu compte, parce que je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Mais je m'en suis... presque. Je ne serais pas autant, genre 3 minutes quand même. Merde, j'ai passé du temps à la faire, cette vidéo. Non, mais en fait, je m'en suis rendu compte au fait que quand j'ai commencé à croiser des gens qui ont vu ma chaîne, et tu sors une référence d'une de tes vidéos, et en fait, tu regardes le blanc des yeux. Et ah, tu l'as pas vu, mais c'est pas grave. Mais en fait, non, mais par exemple, c'est non, je suis pas en train de dire je vais me vexer parce que quelqu'un a pas vu une vidéo, je sais pas ça. C'est juste que s'il y a quelqu'un qui dit je suis fan, j'ai vu toutes tes vidéos, et là tu commences à dire ah ben ouais, ben quand je parle de ça, et en fait il remet pas le truc, et en fait tu te rends compte que ouais, j'ai croisé certaines personnes qui disaient avoir vu par exemple certaines vidéos spécifiques. Et quand je parlais de ces vidéos pour rentrer dans le détail, eh ben, je devais réexpliquer en fait la vidéo pour recontextualiser et redire. Et en fait, je m'en formalise pas parce qu'en fait, je fais la même chose. Enfin voilà, c'est quand je monte par exemple, j'ai toujours une vidéo moi qui tourne à côté. Quand je fais par exemple mon travail sur mes chaînes, j'ai toujours des trucs qui tournent, des choses comme ça, quoi. Je trouve... Oui, déjà il y a ça. Ensuite, en fait, moi c'est même pire, c'est même pas je fais une référence et ils répondent pas, c'est des fois, ils viennent et disent ah, j'ai adoré quand t'as dit ça sur tel film, machin, je fais. Mais je dis exactement le contraire. Alors, tu te remets en question, tu dis est-ce que moi j'ai mal expliqué, etc. Mais quand même, bon, souvent, genre un film que j'ai détesté, je le dis 8 fois, je l'insulte, je tape un mec en même temps parce que c'est scénarisé. Donc l'idée est là, hein, je veux dire, tu es censé avoir compris. Mais des fois, c'est plus subtil. C'est, par exemple, Star Wars 8, moi, j'ai pas trop aimé, mais je défends le projet parce que je trouve qu'il y avait une démarche du réalisateur, et en fait, du coup, la vidéo est plutôt positive, elle a un esprit positif, alors que j'ai trouvé le film plutôt moyen. Tout le monde me dit que j'ai adoré Star Wars 8 et que je l'ai encensé, et c'est souvent des gens qui l'ont détesté, donc ils m'insultent. Et tu dis, mais non, en fait, j'ai pas aimé le film, tu vois. Donc il y a vraiment... Les gens ne comprennent pas ce que tu dis, souvent. Et en plus, pour répondre à ta question sur l'outil, on a moyen de voir le rate view, en fait. C'est-à-dire jusqu'à quel moment la vidéo est regardée. C'est-à-dire ça commence à 100% à 0 secondes, et puis au fur et à mesure de ta vidéo, ça descend. C'est-à-dire que même si tu as 100 000 vues, on va dire, tu as 100 000 vues, c'est-à-dire que 100 000 personnes ont cliqué et ont regardé 3 secondes, mais en fait, dès la première minute, tu vois que tu es à... Bon, nous, ça va, mais tu vois que tu es à 95%. Puis à 4 minutes, tu es à 70, tu vois. Puis après, ça reste vers 70, puis à la moitié, ça fait 50. Et en fait, grosso modo, sur les 100 000, tu as peut-être 60 000 personnes qui ont réellement regardé la vidéo en entier, tu vois. Donc voilà. Non, en fait, je posais la question parce que de ce que me disent les adolescents en entretien, justement, quand ils regardent un YouTuber, quand ils sont abonnés à un YouTuber, c'est vraiment, il ne faut pas rater la vidéo. Et on est derrière le YouTuber, finalement. C'est vraiment, ils cherchent à soutenir leur YouTuber, c'est leur YouTuber, ils développent une relation de confiance avec lui. Et il ne faut surtout pas rater la vidéo. Donc je trouve ça un petit peu paradoxal que finalement, ils soient aussi investis d'après les déclarations qu'ils me font, mais que par ailleurs, du côté YouTuber, l'investissement est peut-être pas... Ou alors, il s'agit d'un public différent, c'est-à-dire un public qui est de passage et qui ne constitue pas, votre public habituel et abonné et fidèle. En fait, déjà, il y a quand même une sorte de base de gens qui regardent et qui... moi, je les vois, en fait, ceux qui regardent tout le temps. Et il y a une base de gens qui t'apprécient et qui vont systématiquement voir les vidéos. Après, ça fait vraiment pas toute la... Enfin, c'est pas toutes les statistiques de la chaîne, quoi. Voilà. Moi, en fait, c'est pas antithétique ce que tu dis. C'est-à-dire que déjà, bon, faut avoir confiance dans la capacité d'autocritique d'un adolescent. Moi, je remets ça en question. Bon. Est-ce qu'ils te disent la vérité? Bon. Après, ok, t'as le rapport qui est réel. Mais en fait, à partir du moment où ils auront cliqué, ils auront le sentiment que ça suffit.
Et ça n'a rien à voir avec l'attention réelle qu'ils vont apporter à la vidéo derrière, tu vois ce que je veux dire. Moi j'étais très étonné quand tu as dit ils croisent, ils vérifient et tout. Bon, je suis misanthrope, j'y crois pas trop, perso, mais c'est personnel. Et l'autre aspect, j'ai complètement oublié mon idée, super, j'avais un super argument, j'ai complètement zappé. L'autre aspect... Non, parce que là, je pense à un en particulier où lui, c'était même au-delà de ça. Donc voilà, c'est la preuve par l'exemple qui est pas... Voilà, c'est un exemple. Mais où lui, c'était au point d'avoir un effet dans sa vie à lui. C'est-à-dire qu'il a découvert un peu par hasard un YouTuber qui parlait de développement personnel, qui expliquait, donc il a raconté qu'il était, voilà, il était en échec scolaire, c'était la catastrophe, voilà, il ne savait pas ce qu'il allait faire, il ne savait pas quoi faire de sa vie. Il tombe sur ce YouTuber, il l'appelle par son prénom, il n'est pas capable de me dire le nom de la chaîne, mais ce Emilio, donc peut-être que vous reconnaîtrez qui est le YouTuber, moi je n'ai pas encore fait la recherche. Donc ce Emilio avait une chaîne de développement personnel. Et ce jeune me raconte qu'il a redoublé son année de première. Il est parti loin de chez lui en section sportive, et il a repris sa vie en main. Voilà, il a trouvé ce YouTuber, il a regardé ses vidéos, il était content d'avoir tout un stock de vidéos même à regarder, et en regardant les vidéos, il a commencé à appliquer les conseils du YouTuber, et il a repris sa vie en main grâce à un YouTuber. Donc là, on avait vraiment l'exemple de quelqu'un qui est non seulement investi sur une chaîne, mais qui en plus applique et fait des efforts pour prendre en compte qu'un YouTuber lui a transmis finalement, et qui fait contraste, j'ai envie de dire, avec la consommation un peu express, un peu snack de vidéos qu'on regarde, mais juste le début, voilà. Après là, je trouve que c'est un cas assez, comment dire, assez exceptionnel. On voit pas ça non plus tous les jours. Un jeune qui, grâce à YouTube, va reprendre grâce à un vidéaste. Ouais, grâce à un vidéaste va reprendre sa vie en main, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, j'imagine. Que toi, Renaud, tu dois être du même avis, que c'est pas du tout la majorité pour le coup. C'est tout le sens de cette question-là. C'est-à-dire, c'est un peu ce que j'essayais, pas forcément droitement, c'est-à-dire que du moment où l'impact de ces vidéos impacte sur l'individu et lui permet de passer des stades, de grandir, d'évoluer, de réfléchir différemment, comme là effectivement de prendre un virage en prenant sa vie en main, mais il y a certaines choses par rapport à ça peut être à la perte de poids, au moral, au genre de choses. C'est pas le premier exemple que j'entends. Donc quand effectivement le support permet ça, je pense que là effectivement il y a une interaction qui va au-delà de juste regarder une vidéo. Par contre, quant à savoir en pourcentage entre le nombre de gens qui regardent et combien de gens ont pu à un moment mettre en œuvre quelque chose porté par ce support-là, ça serait intéressant, on n'a pas de stats, mais ça serait assez intéressant à évaluer. Bah, je pense que ça dépend vraiment du type de vidéo aussi. Là, plus simplement, donc il y a ce Emilio, mais il y a aussi les tutoriels comment réparer mon vélo, comment réparer ma machine à laver, comment faire de la permaculture, et où là, clairement, il y a forcément une interaction, comme tu disais, entre un YouTuber et entre l'internaute. Et donc là, clairement, on apprend à faire quelque chose, on a un besoin, on fait la recherche, on répond à ce besoin, et l'interaction, elle s'est faite. Et à côté de ça, il y a cette consommation où j'ai envie de comparer ça à l'écoute de la télévision. On avait montré déjà, il y a une quinzaine d'années, avec des études, que l'écoute de la télévision était très flottante, c'était vraiment un bruit de fond, et où YouTube devient le nouveau bruit de fond maintenant qu'ils sont très présents sur YouTube et que la télévision est un petit peu délaissée, et où peut-être que même s'ils apprécient de pouvoir chercher exactement ce qu'ils ont envie de regarder, bah peut-être que l'écoute devient flottante quand même un petit peu sur le modèle de la télévision il y a donc une quinzaine d'années selon certaines études. Mais ce qui est d'une certaine manière un petit peu désespérant parce que le rapport n'est pas le même. C'est-à-dire où là, tu avais un programme télé qui est financé déjà pleinement. Nous, c'est plus compliqué, j'en ai parlé cet après-midi. Donc déjà, c'est un projet personnel. À la télé, c'est pas forcément des mecs qui ont cru, c'est plus leur métier. En plus, on a ce rapport direct. Mais là, c'est du domaine du psychologique et du social. C'est-à-dire que nous, ça nous désespérerait
que ça devienne ça. Alors qu'à la télé, les gens, ils n'avaient pas le nombre de vues exact, ils n'avaient pas de commentaires, ils n'avaient pas de réaction immédiate. Nous, ce rapport, il est vraiment direct. Et du coup, si on devient le bruit de fond, on perd la raison même de faire ça, en fait, tu vois. Et juste pour revenir, alors j'ai retrouvé l'argument, c'était par rapport à l'habitus vraiment pur d'utilisation de la plateforme. Tu disais l'aspect, comme on soutient ce youtubeur, on a envie il ne faut pas rater une vidéo, etc. Et il y a cette logique-là, sauf qu'il y a une logique qui a pleinement évolué ces 3 dernières années, et c'est une question que je pose souvent, donc là je vais la reposer, on va voir. Donc à toutes celles et ceux qui regardent YouTube régulièrement et qui sont abonnés à des chaînes, est-ce que vous allez dans l'onglet abonnement? Qui va dans l'onglet abonnement? Tu vois, donc on n'est même pas sur 50%. C'est-à-dire qu'au début, YouTube mettait les abonnements en premier sur la page d'accueil, sur ta page d'accueil. Ils ont changé cette façon de faire il y a 3 ans, et ça a été une des premières grandes crises de YouTube, c'est d'un coup, plein de YouTubeurs ont vu leur vue divisée par 2, parce qu'ils ont créé un onglet spécial pour ça, abonnement, que moi j'ai trouvé ça super. En fait, moi j'ai trouvé ça super, c'est-à-dire que je me suis dit, tous mes abonnements sont rangés là, et parce que moi, dans ma logique, si je m'abonne à des gens, c'est pour rater aucune vidéo, je clique dessus, j'y vais. Vraiment, c'est 30% des viewers. C'est-à-dire que personne n'a pris le pli de ça, enfin, pas la majorité en tout cas, et du coup, rien que la pratique même de YouTube fait que, même s'ils sont dans cette logique-là, au final, ils ratent plein de vidéos. Nous, on n'a rien sorti là depuis 8 mois. On n'avait rien sorti depuis 8 mois en 2019. On a fait 2 vidéos en décembre. Et là, tous les jours, depuis 2 mois, j'ai encore des gens qui m'écrivent tous les jours. J'ai 10 mails. Quand est-ce que vous revenez? Quand est-ce que vous revenez? Et toi, t'es là. Mais on a fait 2 vidéos il y a 2 mois. On n'a jamais fait autant de vidéos en une semaine, quoi. En 2 semaines, on a sorti 2 vidéos. Et la moitié de ma communauté ne l'a pas vu, parce qu'ils vont pas dans l'onglet abonnement, ou parce que, même s'ils y vont, ils sont de plus en plus abonnés à des chaînes. C'est-à-dire que là où avant, tu avais 10 chaînes, 12, et du coup, tu regardais tout. Maintenant, des fois, ils sont abonnés à 50, 60, 200 chaînes. Sauf que tu n'as que 24 heures dans ta journée, tu as d'autres choses à foutre. Donc, tu vas plus tout regarder, tu vas sélectionner, tu vas voir. Et des fois même, tu n'as plus l'information. C'est-à-dire que, comme on va tous sortir nos vidéos, en fait, tu n'as pas regardé pendant une journée ton onglet abonnement, et en fait, il y a eu plein de vidéos qui sont rajoutées, en fait, tu ne vois pas, tu t'es dit j'adore Monsieur Bidouille, et en fait tu ne vois pas forcément sa miniature, tu vois pas forcément son truc, parce qu'il y en a eu 20 autres, et en fait le système a complètement changé vis-à-vis de ça. Donc je sais pas si ça a été votre ressenti ou... Ouais, pour le coup, pour moi c'était pareil. C'est-à-dire que moi je suis assez inactif sur YouTube, mais il y a quand même des périodes où parfois j'arrive à faire plusieurs vidéos de suite, incroyable. Le problème c'est que je sors 1, 2, 3 vidéos en, mettons, 3 semaines, et des personnes vont me dire, peut-être une semaine plus tard, ouais, ça fait 2 mois que t'as pas fait de vidéo. Alors, moi, je leur dis, les gars, regardez ma chaîne quand même, ça fait 3 vidéos que j'ai postées en peu de temps, c'est un peu chiant. Et c'est ça, en fait, YouTube met difficilement maintenant en avant le contenu des vidéastes qu'on l'on regarde, et mettre plutôt l'accent sur de nouveaux vidéastes. Maintenant, quand on va sur YouTube, du coup, on est dans l'onglet accueil directement, et puis dans l'onglet abonnement, du coup, les vidéastes qu'on suit, on passe à côté des vidéos souvent. Et la cloche, qui marche 1 fois sur 2 aussi. Mais ça, ouais. Parce que maintenant, tu ne reçois même plus la notification qu'avant tu recevais si tu es abonné mais que tu n'as pas activé la cloche. Donc maintenant, il faut aussi activer la cloche pour recevoir une notification. Donc un deuxième niveau d'alerte pour te dire que tu l'as eu. C'est-à-dire que tu es abonné, mais tu vas pas forcément avoir l'information parce que tu n'as pas activé la cloche. Donc tu n'as pas l'email, tu n'as pas la notification en petit bouton rouge en haut sur ta... Donc tout a changé en fait. Bon j'achève alors. Oui. Et Twitch, on en parle ou pas? Non, parce que en fait, si c'est flottant, alors Twitch, pour ceux qui connaissent pas, c'est du streaming. Donc c'est des gens en fait qui vont se filmer en live. C'est très bien, j'en suis plein moi. Mais en fait, je me suis rendu compte que là, j'étais en train de dévier vers Twitch massivement. Parce qu'au final, si tu regardes des vidéos en fond, autant regarder un streamer que t'aimes bien pendant 8 heures, quoi. Et du coup, voilà, comme ça, je pose ça là. Et puis, on va tous aller... Après, ça dépend de ce que tu veux faire. C'est-à-dire que bon, nous, très clairement, l'idée d'une web-série, de prod cinématographique et tout, ne s'y applique pas. Mais du coup, c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce qu'on va pas trouver un autre truc sur Twitch lié à la science-fiction, mais
un truc innovant, machin, mais lié à Twitch. Et c'est sûr qu'on est obligé en fait de s'adapter. C'est-à-dire que si un jour YouTube, plus personne ne regarde, ni Twitch, et que tout le monde est sur TikTok, bon sur TikTok je sais pas ce que je ferais, mais il faudrait que je trouve quoi. Une remarque comme ça en observant, donc là on a un peu un recueil d'anciens combattants qui font le constat actuel. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un peu de la même façon, même si on n'a pas tout à fait le même âge, on s'est construit autrement, on a vu arriver l'outil, on s'est emparé de l'outil en disant waouh super, un nouveau support, et on va peut-être pouvoir toucher les gens autrement, plus près, en direct, ils vont pouvoir regarder ça quand ils veulent, et les gens se sont professionnalisés. Puisque chacun dans leur parcours, au fur et à mesure de leurs besoins pour monter leurs vidéos, sont allés se former, ont acquis pas mal de compétences, et du coup ça donne aujourd'hui devant vous des gens qui ont de l'expérience, qui ont grandi avec le système en voyant les intérêts du système, et de la même façon que ça a été dit tout à l'heure, à un moment c'était tellement exponentiel que là tout le monde est noyé là-dedans. Donc ceux qui essayent de faire de la qualité sont au même rang que tout et n'importe quoi, donc c'est difficile de se démarquer. Enfin, moi je le vois comme ça. Je suis pas très consommateur de YouTube, j'avoue que j'y arrive. J'ai crevé ma trottinette l'autre jour, je dis mince comment on change de roue, bam j'y suis allé, par réflexe. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je fais oui bon alors ça m'intéresse pas, ça j'ai compris, j'en ai fait au moins 2 ou 3, puis j'ai fait un switch de tout ça, et puis j'ai réparé ma roue. Mais j'ai fait exactement ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire que je deviens un consommateur sans m'occuper de savoir si le gars il en vit pas. D'ailleurs si c'est payant à la limite je me dis oh il y en a un qui doit pas faire payer, qui doit être aussi bon que lui. Et du coup je zappe. Alors que je viens de vous dire l'inverse, c'est-à-dire que j'avais ce recul-là et que j'y faisais attention. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là où ça serait cool si vous pouviez intervenir, c'est que nous, c'est un peu ancienne génération, avec tout ce qu'on vient de vous raconter. Vous, nouvelle génération qui arrivez là-dedans, en plus, massivement, si vous êtes là, c'est que vous êtes dans cette IUT. Donc vous êtes ceux qui sont en train de se former pour devenir les professionnels de demain avec cet outil-là. Ce qui m'intéresse, c'est savoir ce que vous en faites aujourd'hui. Parce que nous, on est en train de parler de ce qu'on aimerait que ça fasse. Mais vous, ça vous fait quel effet? Quand je dis vous, est-ce que vous vous en nourrissez? Faites baisser le taux de sel un peu du plateau, là, parce que c'est insupportable. Bonsoir. Bon, moi, je suis pas du tout étudiant à l'IUT. Par contre, je suis youtubeur, toute petite chaîne qui se lance. Et en fait, c'est marrant parce que j'entends la manière dont vous voyez les choses, mais vous y êtes depuis un moment. Et en fait, moi, j'ai le sentiment que sur YouTube, aujourd'hui, les spectateurs, ils font tout à l'opportunisme. C'est-à-dire qu'ils ils scrollent, ils voient passer une vignette qui les intéresse, pof, ils cliquent. Si ça les intéresse pas, dans les 10 secondes, ils sont partis. Mais c'est aussi un moyen peut-être d'aller toucher, quand on fait de la vulgarisation, moi j'en fais un petit peu, d'aller toucher un public qui irait pas spontanément se documenter. Et c'est vrai que je suis dans une niche un peu particulière parce que bon, c'est autour de la pêche et des milieux aquatiques, donc on fait de l'ichtyologie, donc voilà, c'est pas un truc à gros public. Et c'est vrai que je vois des gens qui arrivent comme ça, qui disent ah mais ça existe. Enfin, et bon, c'est vrai que ça permet de débunker énormément d'idées reçues auprès d'un public qui, encore une fois, ouvrira jamais un bouquin, fera jamais une recherche sur Google Scholar ou même déjà sur Google pour aller voir plus loin que l'idée reçue qui est en place depuis 150 ans et qui a en fait été démentie dans les années 60 et qui impacte même jusqu'à la législation. Hein. Enfin, donc voilà, c'était juste la remarque que je voulais faire. Est-ce que vous avez le sentiment que cet opportunisme, est-ce qu'il a changé, vous, votre manière d'appréhender vos créations? Alors moi, il y a un truc très intéressant sur ce que tu dis, c'est les chaînes ultra spécialisées. Moi, j'ai discuté avec un gars qui fait de la menuiserie, et en fait, je pense que ça va être différent, dans le sens où peut-être que là, tu chopes un public qui est en fait à fond dans le truc, quoi, qui va vraiment... Genre la menuiserie, là, le gars, il a expliqué comment faire du bois, machin, comment assembler des trucs, mais c'est pas que du tuto, il y a une espèce de côté communauté, machin et tout. Et en fait, tu vois, en discutant avec lui, bon, il m'avait pas ressorti ce genre de problématique. Mais c'est peut-être aussi parce que, justement, c'est tellement spécialisé que tu vas, entre guillemets, attirer que des gens intéressés qui vont s'abonner pour te suivre, pour avoir des infos sur ce truc précis, parce que tu es le seul, ou genre, vous êtes 4 en France à le faire. Et peut-être que ça peut être intéressant. Enfin, je dis pour toi, mais tu vois, ou pour autre chose,
Donc ça me fait penser à ça, tu vois. Bah après, j'ai pas des données là-dessus, donc je sais pas. Donc là, pour l'instant, on a eu que des professionnels au micro. Juste pour réagir, moi je suis assez d'accord avec la spécialisation. J'ai pas dit qu'ils gagnaient leur vie. Très clairement, moi ce que je disais, je ressens pas trop sur notre chaîne parce que comme notre communauté, on l'a vraiment faite pas à pas et surtout sans jamais mentir sur ce qu'on allait proposer. Et c'est un peu, on en parlait tout à l'heure, et j'en parlais cet après-midi. Il y a des gens, ils ont eu une montée d'abonnés parce qu'à un moment, ils ont proposé quelque chose qui marchait à ce moment-là, les tops, il y a 6 ans, ou ce que tu veux à un autre moment. Donc ils ont eu, mais vraiment, 100 000 abonnés en une semaine ou 200, tu vois. Mais en fait, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit, bon, ça marche, j'en fais un. Mais après, ils ont recommencé à faire leur truc, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont 300 000 abonnés, et des fois, chaque vidéo fait 30 000 vues. Tu vois, en fait... Tu as eu une montée d'abonnés qui est chiffrée, ok, mais en fait qui n'est pas de qualité. Et c'est vrai que nous, on a galéré, ça fait quand même 5 ans qu'on est là et on n'a que 180 000 abonnés, mais pour moi, c'est vraiment que. Hein. Et l'idée, c'est. Mais par contre, on fait nos vues. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on sort une vidéo, on fait au moins 65 ou 70% du nombre d'abonnés en vue. Donc c'est là où. Quand on est spécialisé, ça peut être intéressant, et puis après ça dépend aussi le modèle économique que tu peux trouver, ou si tu n'as pas envie d'en avoir un, et c'est juste pour le plaisir, tant mieux en plus, parce que ça évite bien plus de pression. Mais je suis d'accord avec toi sur l'analyse de la spécialisation. Ça, en fait, parce que quand tu proposes quelque chose d'unique, que ce soit sur YouTube ou au final autre part, ça trouvera son public. Par contre, c'est plus dur, c'est sûr. On a une intervention. Bonjour. Du coup, moi, je vais donner un autre point de vue, un point de vue utilisateur. Alors moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand les youtubeurs prenaient beaucoup d'abonnés, ils perdaient cette qualité de pouvoir avoir des sujets très spécifiques. Genre, je connais beaucoup de vulgarisateurs qui perdaient justement l'approfondissement qu'ils avaient au début de leur chaîne, avec justement l'accroissement de leur public. Nozman. Ouais. C'est un exemple ou ça a été constaté sur plusieurs exemples? Il y a d'autres exemples. Alors, niveau cinéma, Durandal, je trouve que ça s'est un peu appauvri, désolé. Oui, non, mais ma question c'est de savoir si c'était juste un, effectivement, qui a un moment. Je pense c'est un constat que j'ai pu avoir sur plusieurs youtubeurs, mais que j'ai lâché au fur et à mesure. Les chaînes qui ont un public très ciblé ont du mal souvent à dépasser certains caps. Du coup, il reste assez intéressant. Enfin, ne subissent pas ce phénomène, quoi, je pense, en tout cas. Alors après, pour rebondir juste sur la question justement de l'évaluation de la qualité du public, j'avais discuté avec quelqu'un de la chaîne Le Réveilleur, donc Rodolphe, si un jour tu vois cette vidéo, coucou. Et donc on parlait, et moi je lui disais, voilà, ta chaîne elle est géniale, t'as pas assez d'abonnés, blablabla, tout ça. Et il fait, ouais, mais regarde, si tu prends une autre métrique, par exemple, au lieu de regarder le nombre d'abonnés ou le nombre de vues, tu regardes par exemple le Tipeee. Et ben là, il m'a explosé, quoi. Genre, le gars, il a moins d'abonnés que moi, il a 2000, 2500 € par mois qui tombent sur son Tipeee, quoi. Et en fait, il m'a dit, en fait, c'est parce que il fait des vidéos qui sont, faut s'accrocher pour les voir, c'est super intéressant, mais c'est long et genre, il faut vraiment, c'est bourré d'infos et voilà. Mais il a son public, il a des gens en fait qui se disent « Ah lui, il se casse le cul, je mets au pot » et du coup il est en train de se constituer un public. Et c'est pas n'importe quel type de public parce que c'est des gens après qui derrière vont avoir une certaine influence autour d'eux par rapport à ce qu'ils ont appris. Parce qu'ils sont tellement investis en fait que du coup ce qu'ils ont appris ils le ressortent, quoi. Donc ça je trouve ça aussi extrêmement intéressant comme concept. Alors, sur la conférence dont je vous parlais tout à l'heure, dans les intervenants, il y avait Dimitri Garcia, qui est aussi un youtubeur qui est tombé là par hasard. Il est prof en sciences assez haut niveau à Sophia Antipolis. Et il s'est aperçu que ses étudiants, les cours qu'il avait à leur faire, les étudiants n'avaient pas les bases.
n'avait pas acquis les bases dans les classes précédentes. Et il a commencé à créer des vidéos comme ça, des trucs sur la mitochondrie, en essayant d'être vulgarisé, mais très, très pro au niveau de sa démarche, que lui-même est scientifique. Et ça a été très exponentiel. Aujourd'hui, limite, ces étudiants vont aller, enfin c'était le but, vont aller se nourrir de ces vidéos pour ensuite pouvoir avaler son cours, pour passer les niveaux et ainsi de suite. Donc là, c'est devenu vraiment un outil pédagogique qu'il a développé parce que lui s'était aperçu d'une carence. Et les élèves qui s'en nourrissent, ça leur permet de rattraper le retard qu'ils avaient pour se retrouver à niveau et pouvoir effectivement raccrocher les wagons. Donc j'avais trouvé son expérience hyper intéressante et effectivement lui disant j'ai un tel succès alors que c'est pas mon boulot et que j'ai autre chose à faire, je me retrouve coincé parce que monter une vidéo de qualité ça se fait pas en claquant des doigts et le temps que j'ai à y consacrer et avec les besoins que je remarque à chaque fois parce que du coup derrière c'est les élèves qui sollicitent en disant j'ai des carences là-dessus, vous n'avez pas de vidéo, vous pourriez pas en faire une et il s'est retrouvé en carnet de commandes comme ça. Voilà, donc je sais pas où il en est aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je l'ai pas vu, mais là j'avais trouvé la démarche intéressante, mais le youtubeur était un spécialiste et du coup ça touchait, comme on disait tout à l'heure, un public qui venait chercher ce truc-là, qui de toute façon allait aller à fond jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il avait bien besoin de tout le contenu pour ensuite pouvoir passer à autre chose. Donc là on est sur des trucs très spécifiques, mais là pour le coup j'avais trouvé que le support apportait une plus-value éducative, rattraper un apprentissage qui n'avait pas eu lieu, et il y avait vraiment une plus-value, et pour l'individu qui allait utiliser l'écran. Moi, ce qui m'inquiète le plus, mais c'est là où je réfléchis un peu à un petit sondage là qu'on pourrait faire en live, mais sur, je sais pas combien de temps vous passez sur YouTube. À quelle fin vous y allez? Est-ce que c'est juste pour vous détendre, vous divertir? Est-ce que vous allez vraiment chercher de l'information parce que dans le cadre de vos cours, vous voulez étendre un peu vos connaissances ou rattraper des contenus que vous n'avez pas? Enfin, à quoi vous l'utilisez aujourd'hui ce truc-là? Moi, ce que j'en vois sur les plus jeunes générations, c'est effectivement du zap, 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 zap. C'est 50 000 informations en 3 secondes. Quand l'écran est posé, les yeux sont exorbités. Qu'est-ce qui reste dans la tête de l'individu à ce moment-là? Qu'est-ce que ça lui a apporté? À part une excitation neuronale qui fait que derrière il ne va pas dormir, je ne vois pas la plus-value. Et c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je disais j'observe, parce qu'il y a un combat d'anciens combattants, là, on relate pourquoi on l'a fait, comment, à quelle fin, et la dérive qu'on en voit. Mais vous, comment vous utilisez ça, au sens large? Est-ce qu'il y en a qui veulent un peu témoigner? Bonjour. Donc, c'est vrai que moi j'utilise YouTube principalement à des fins de chaînes très spécifiques, comme vous disiez tout à l'heure. Je ne suis pas particulièrement un gros consommateur. Par contre, je suis quelqu'un qui a découvert YouTube dès le début, dès que j'ai commencé à pouvoir avoir accès à Internet, en fait. Et donc on était en 2015, et là j'ai découvert en fait une vidéo qui parlait d'une petite carte que beaucoup de personnes connaissent. C'est la carte Arduino. Évidemment. Alors, aujourd'hui, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? On peut expliquer en deux mots? Alors, les cartes Arduino, en fait, c'est des petits microcontrôleurs qui permettent en réalité de contrôler à peu près tout ce qu'on veut à partir du moment où on sait les programmer, où on sait les utiliser, tout simplement. Et aujourd'hui, je regarde quasiment exclusivement des vidéos d'électronique, d'informatique, qui vont être très spécialisées. Je pense à des chaînes comme UE Gallery, qui ne publient plus de vidéos malheureusement. Mais c'est des chaînes qui, moi, à titre personnel, m'ont beaucoup inspiré et qui m'ont permis de réellement travailler sur l'électronique, sur ce que je fais aujourd'hui tous les jours. Je suis pas élève de l'IUT, je suis encore élève de terminale. Mais voilà, je fais de la robotique. Pour moi, c'est YouTube qui m'a en très grande partie permis de me lancer dans cette passion. Alors merci, c'est des témoignages qui me rassurent. C'est que ça rejoint un petit peu la personne qui d'un seul coup s'est découvert parce qu'il a trouvé un youtubeur sur le développement personnel. C'est un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, ça nourrit effectivement. Ça permet, avant que tu prennes ça, si on t'avait demandé ce que tu voulais devenir professionnellement, je pense que tu n'aurais pas été en capacité de le dire. Alors c'est aussi un peu ce qui échappe aux enseignants, qui fait souvent un peu peur, c'est que
probablement que si tu poursuis tes études là-dedans et avec les connaissances que tu as acquis par ce biais-là, tu vas probablement, ne me tirez pas dessus s'il y a des enseignants, mais avoir un niveau de connaissance qui pourra peut-être à certains points et sur certains champs être supérieur aux enseignants que tu auras. Non, mais sur certains points. Je dis pas qu'ils auront la connaissance de l'enseignant, mais vous allez vous retrouver, et c'est des mesures, parce que pour avoir échangé avec pas mal d'enseignants qui me disent, mais on a des jeunes, au moment où on démarre un sujet, qui du coup ont tellement creusé et avancé qu'on n'a pas grand-chose à leur apprendre, voire c'est eux qui apprennent des trucs aux copains que nous-mêmes n'avons pas forcément en connaissance. Donc c'est là où l'ouverture, c'est vrai ou pas? Alors, c'est un problème de positionnement quand vous êtes en face en tant qu'enseignant. Alors, mais c'est pas grave. En fait, il ne faut pas se sentir menacé en tant qu'enseignant parce que, alors, moi, un sentiment que j'ai, c'est que les matières qui souffrent le plus de ces nouveaux modes d'accès à l'information, les enseignants qui en souffrent le plus, ce sont ceux qui se conçoivent vraiment comme dans une relation verticale. Je sais, tu ne sais pas, et je vais te remplir de mes connaissances. Alors que quand on a un rapport où vraiment on développe ensemble les connaissances, où vraiment on peut interagir, là, ça devient enrichissant et on se sent moins menacé en tant qu'enseignant. Et surtout, je voulais rebondir sur ce que disait... Alors, je crois que tu n'as pas dit ton prénom, mais donc, ce que disait ce jeune homme... Ton prénom? Paul. Merci, Paul. C'est que donc, vous allez confirmer ou infirmer quelque chose que j'ai pu constater en entretien, c'est que les premiers pas sur YouTube... Donc déjà, c'est beaucoup YouTube, parce que... pourquoi? Parce qu'on a vu les proches s'en servir. Le grand frère, le cousin, la cousine, un copain. Et donc on va sur YouTube. Et on va sur YouTube quand on fait ses premiers pas sur Internet. Voilà, c'est vraiment... YouTube est vraiment associé aux premiers pas sur Internet. Et on trouve ça magique, parce qu'on trouve de tout. On trouve des choses qui nous plaisent à nous. Et en plus, les propositions automatiques sont plus ou moins pertinentes, parce que forcément, la boucle s'entretient sur des recommandations, des propositions qui sont adaptées selon la navigation. Et donc ça correspond plus ou moins au modèle de flux de la télévision où on va effectivement regarder jusqu'à en avoir les yeux exorbités. Bon, est-ce que c'était pas déjà le cas aussi avec la télévision? Sauf que là, on trouve des contenus qui nous plaisent. Donc on regarde des vidéos, on entretient un flux. Et puis à un moment, on se dit, tiens, j'aimerais bien savoir comment réparer ça. J'aimerais bien savoir regarder une vidéo sur tel jeu vidéo que j'aime beaucoup. Ou, tiens, j'ai le brevet à la fin de l'année, est-ce que je pourrais pas trouver une vidéo pour réviser mon chapitre d'histoire? Et donc là, les jeunes que je vois en entretien réalisent qu'ils peuvent aussi, eux, lancer des requêtes. Ils peuvent s'échapper des recommandations automatiques, lancer des requêtes sur ce qui les intéresse, eux, et là, trouver des chaînes très ciblées, très spécifiques, auxquelles ils vont s'affilier, auxquelles ils vont s'abonner, et ils vont s'attacher aux youtubeurs. Alors qu'effectivement, le reste du temps, c'est du flux, c'est de la consommation, c'est, on navigue, on picore, voilà. Et je voulais vous demander, puisque vous n'êtes pas si loin de ces premiers pas sur YouTube, finalement, est-ce que c'était le cas également pour vous? Est-ce que vous n'avez pas fait des premiers pas où vous alliez sur les propositions en page d'accueil? YouTube, c'est génial, YouTube, on trouve de tout. Et puis finalement, petit à petit, on se rend compte qu'on peut chercher ce qu'on veut pour soi. En fait, c'était aussi pour rebondir sur une question qui avait été posée tout à l'heure. Alors déjà, pour répondre à votre question immédiate, c'est j'ai pas fait mes premiers pas sur Internet, sur YouTube, tout simplement parce que ça n'existait pas. C'est de ce côté, le clan des anciens combattants, c'est de ce côté. Les Skyblocks, c'était quand même beaucoup mieux. Alors, je suis enseignant-chercheur et donc je vais parler plutôt en tant qu'enseignant. Et il y a la question d'éducation. Donc moi, mon utilisation principale de YouTube, c'est le divertissement. Faut dire ce qui est. Et pour ce qui est de l'éducation, il y a une différence. C'est-à-dire si on veut s'informer, se renseigner, etc., c'est ce qu'on appelle l'attention dirigée. C'est-à-dire qu'on va diriger son attention sur une tâche pour se concentrer et construire une pensée, construire un schéma de pensée. Alors que finalement, tout ce qui est sur vidéo, que ce soit la télévision, YouTube ou autre, finalement, on n'a pas le temps d'avoir cette attention. Et donc la seule attention qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'attention captée.
Donc, là, je vais revenir, je vais pas d'anciens compétents, je vais revenir aux dinosaures carrément. Cette attention, c'est quelque chose qui est construit dans notre cerveau profond, c'est-à-dire il va y avoir se passer quelque chose, un flash, quelque chose qui va attirer notre attention, et ça passe même pas par le cortex, ça passe directement, ça nous attire directement. C'est tout simplement des questions de réflexe très anciens, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui apparaît rapidement dans notre environnement, c'est soit quelque chose qui va nous bouffer, soit quelque chose à bouffer, à l'époque des Cro-Magnons, donc c'est quelque chose qui est resté dans notre système. Et donc, quand on fait un cours magistral, quand on fait une vidéo YouTube ou quand on regarde une vidéo YouTube, ce qui se passe, c'est que c'est l'attention captée qui va être mise en avant. Donc, si vous voulez maintenir des étudiants pendant 2 heures de cours magistraux, il faut faire des vannes régulièrement. Et même ça suffit pas. De toute façon, je dirais même, heureusement, que les étudiants n'arrivent pas à suivre 2 heures de cours magistraux. S'ils arrivent à rester concentrés pendant 2 heures, ils finiraient complètement starbés. Ça ferait une quantité d'informations énorme qui devrait rester dans leur tête, ils deviendraient fous. Donc les seuls étudiants, les seules personnes qui arrivent à suivre des heures de conférences, on va dire, des heures d'exposé, c'est parce qu'ils synthétisent l'information, ils en oublient une grande partie rapidement. Et donc ils sont capables de faire la synthèse quasiment à fait. Si vous n'avez pas cette expérience, vous décrochez au bout de quelques minutes, 20 minutes, et puis voilà. Bon, et donc, est-ce que c'est un média d'éducation? Moi, mon avis personnel, c'est qu'à partir du moment où c'est une vidéo, c'est pas un média d'éducation, puisque vous n'avez pas cette attention dirigée sur quelque chose, c'est uniquement une attention captée. Et pour moi, l'éducation, ça vient à partir du moment où justement vous vous ennuyez, vous n'avez rien à faire, et à ce moment-là, vous commencez à construire une pensée. Bon, par contre, ce que disait le jeune homme qui était en terminale et qui étudie l'Arduino, j'imagine qu'il est obligé de s'arrêter à un moment dans la vidéo et de construire quelque chose. Et à ce moment-là, il a une attention qui est une attention dirigée. Et à ce moment-là, effectivement, ça sert comme média d'éducation. Mais il faut à un moment couper la vidéo. Et sinon, on le laisse en bruit de fond et on ne retient pas toute la vidéo. Et heureusement, parce que 4 heures de vidéo YouTube d'affilée, parce que en bruit de fond, si vous arriviez à vous souvenir de tout, vous deviendrez complètement dingue. Donc voilà, c'était ma petite contribution. Merci. Je reviens. Bonsoir. Du coup, pour les premiers pas sur Internet, sur YouTube aussi, pour moi, c'est se construire totalement. C'est un mimétisme qui vient du grand frère, de la grande sœur, du voisin. Et avant, on échangeait des cartes Pokémon. Avant, on faisait des crasses aux autres. Maintenant, on partage des chaînes YouTube. On partage du contenu. Oui, on est abonné à 200 chaînes. Mais c'est pour faire ressortir 200 créateurs de tout le contenu. Et parmi ces 200 créateurs, il y a nos réels abonnements. Il y a une dizaine de créateurs pour lesquels on ne rate aucune vidéo. Par exemple, si je prends moi, c'était Aurore Omanumest. Malheureusement, il ne crée plus, mais je ne ratais aucune de ses vidéos. J'ai 6 semaines de retard en moyenne sur YouTube, encore actuellement. Mais je peux vous dire que Max Bird, Aurore Omanumest ou le professeur Moustache, je ne les rate pas. Même si on a 200 personnes. Et j'en parle autour de moi, je partage ces chaînes parce que c'est se construire, c'est se créer une sphère sociale. Via des créateurs et via du contenu divertissant qu'on partage. Ce qui me rassure, c'est que tu as cité des très bons noms, donc c'est bien. Non, mais après, je dis pas que ça va... J'ai fait une généralité pour l'exemple, mais après, Bon, après, comme je disais, je suis assez cynique et pessimiste, donc c'est bien, je suis ravi. Je pense que c'est pas la majorité, malheureusement. Mais moi, je pense que... Mais dans ce cas-là, pourquoi tu es encore abonné aux 180 autres? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est une question vraiment... En fait, c'est des youtubeurs, quand j'ai du temps libre, je vais prendre du temps pour des youtubeurs que je vais dire second, c'est-à-dire qui ne correspondent pas vraiment avec mes centres d'intérêt. Mais voilà, je mange tout seul chez moi, je vais me regarder Jeff Panaclock, son dernier spectacle, mais il est sorti il y a 6 semaines. Oui, après pour moi, c'est pas un YouTube... Enfin, tu vois, c'est pas un youtubeur, ça. Il utilise YouTube comme... média, vecteur, mais tu vois, c'est autre. C'est comme le... Enfin, tu vois, je sais pas, Kanye West Vivo, c'est pas une chaîne YouTube pour moi, tu vois, c'est un vecteur pour les clips de Kanye West, tu vois, mais il y a d'autres exemples. Oui, bien sûr, mais je veux dire, du coup, après, c'est une question de philosophie. Vraiment, c'est ça. C'est notre philosophie à chacun de consommation. J'aime pas utiliser ce terme parce que c'est pas le terme qu'on devrait utiliser, mais... On en est là. Moi, très clairement, je me dis, je suis sûr que sur tes 200 abonnements, très clairement, le niveau... mais bon, là aussi, je suis un peu chiant. Mais je pense que, en fait, tu devrais en garder que 30.
et te concentrer vraiment sur les 30 et vraiment regarder les 30 et les partager et donner sur Tipeee aussi, c'est important. Oui, mais ça c'est pour les créateurs, je dirais, occasionnels. Les créateurs du quotidien comme Squeezie que tout le monde regarde, j'imagine, vu le nombre d'abonnés qu'ils possèdent, ou d'autres, c'est des créateurs qui créent du contenu tellement régulièrement que c'est pas possible de tout voir. On est trop sollicité en fait. Mais on est quand même abonné parce que c'est un créateur qu'on aime suivre. C'est un créateur PewDiePie ne fait pas les vues qui correspondent à son abonnement. Mais par contre, les gens continuent à aimer la personne, continuent à aimer le contenu. Et quand ils ont un moment de nostalgie, quand ils ont un moment de temps libre, c'est du contenu vers lequel ils se tournent. C'est pour ça qu'ils restent abonnés. Alors, moi j'ai juste envie de dire que tu regardes ce que tu as envie de regarder. Et que... Alors, moi j'ai très confiance en fait. J'ai vraiment le sentiment que, alors certes, il y a les consultations un peu flottantes, un petit peu, mais qu'il y a quand même toujours ces youtubeurs, ces vidéastes sur YouTube auxquels vous vous abonnez et que vous suivez vraiment fidèlement. Moi, c'est vraiment ce que je retire des entretiens que j'ai fait avec des adolescents, c'est que certes, surtout au début, eh ben, on consulte et on consomme, on fait ce flux sur YouTube. Et puis finalement, après, une fois qu'on s'abonne, une fois qu'on a des vidéastes qu'on apprécie, ben on les suit, ils sont vraiment ravis quand il y a une nouvelle vidéo, il ne faut pas la rater. Et effectivement, comme tu dis, il y a ces youtubeurs un petit peu de noyau, et autour, quand j'ai du temps en plus, je vais aussi aller voir les autres. Et effectivement, vous n'avez pas le temps ni l'attention nécessaire pour en accorder à tout le monde et à toutes les chaînes auxquelles vous vous abonnez. Et là se pose le problème de ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et donc l'économie de l'attention, c'est quoi? C'est maintenant le problème, ce n'est plus d'avoir accès à l'information, c'est d'avoir le temps pour consulter l'information. Le problème, c'est plus d'avoir les DVD, c'est d'avoir le temps de regarder tous les DVD dans la bibliothèque. Et donc ça, c'est un concept qui a été créé par Herbert Simon et ça date des années 60. Donc le problème se posait déjà il y a plus de 50 ans. Et donc cette économie de l'attention, c'est quelque chose d'essentiel sur YouTube, c'est-à-dire que vous avez pléthore de contenus, vous n'avez pas le temps de les consulter. Et YouTube, son rôle en tant que plateforme, ça va être d'arbitrer les visibilités, ça va être de mettre en avant ou pas certains contenus et de distribuer en fait cette attention. Et la valeur sur laquelle repose YouTube aux yeux des youtubeurs, aux yeux des vidéastes, c'est votre attention, c'est pouvoir vous toucher, pouvoir vous capter. Et donc il y a ce problème qui est posé où YouTube repose sur ça. YouTube revend également, loue des espaces publicitaires à des annonceurs pour que votre attention qui a été accordée à des vidéastes, à des vidéos, à des contenus qui vous intéressent, soit aussi mise à la disposition d'annonceurs. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de la polémique, la controverse qu'il y avait eu autour des déclarations de Patrick Lelay sur le temps de cerveau disponible. Le rôle de TF1, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. YouTube fait exactement la même chose avec ses annonceurs. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec les problèmes de sur YouTube, on devrait avoir une liberté d'expression. Ah oui, mais non, il y a des annonceurs, donc il ne faut pas choquer, il ne faut pas déranger, il ne faut pas que Coca-Cola fasse la tête parce qu'il a été associé avec une vidéo qui ne lui convient pas. Donc il y a vraiment ce problème de tension entre une plateforme qui a ses propres intérêts, des vidéastes qui ont leurs intérêts, et vous, à côté, qui faites... Est-ce que vous en avez conscience ou pas? Ça, c'est je ne sais pas. Et de toute façon, vous n'êtes pas obligé. Voilà, c'est comme ça. Vous faites avec. On a construit une espèce d'écosystème avec lequel maintenant il faut composer. Mais il y a vraiment ce problème d'économie de l'attention, ce problème d'attention qui n'est pas illimité et où finalement on ne peut pas vous reprocher. Moi, je trouve que votre façon de faire, elle est très saine, à savoir il y a ceux-là que je ne veux pas rater. Et puis après, quand je veux manger. Et suivre un contenu, je vais piocher dans ces autres vidéastes qui m'intéressent un petit peu moins, mais qui vont quand même me divertir. Intellectuellement et philosophiquement, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, vous regardez ce que vous voulez, évidemment, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est le point de vue de quelqu'un qui n'a pas de chaîne YouTube et dont la vie ne dépend pas de ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, indépendamment de ta volonté profonde, de ta réelle envie et de la vôtre de regarder tel vidéaste, le système, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, fait que peut-être qu'un jour, ou déjà maintenant, et tu t'en rends pas compte, tu rates des vidéos. Sauf que les gens que tu aimes, ça devient une question de vie ou de mort parce que ça devient hyper concurrentiel. Et c'est-à-dire que moi, je peux accepter que mes vidéos tombent dans la désuétude parce que les gens qui m'apprécient finalement n'apprécient plus le contenu, ils l'ont vu, ils détestent, ils aiment plus, ils trouvent ça nul, ça je l'entends. Qui ne le voient plus parce que
YouTube ne le met plus en avant parce que machin, parce que truc, parce que comme ils sont abonnés à 300 personnes, ils le voient pas. C'est inimaginable pour moi. Et c'est-à-dire que tout va s'arrêter. C'est fini, on ferme la chaîne et au revoir. Et c'est pour ça que je parle de responsabilisation, c'est que si tu aimes vraiment ces gens, et vous, c'est bien si vraiment tu as cette démarche, je pense que malheureusement c'est pas le cas de tout le monde, où ils ont l'impression de l'avoir, mais au final, le système, et là c'est la faute de personne, c'est vraiment YouTube en tant que tel, va vous empêcher de vraiment pouvoir. Et surtout quand on dit, et ça c'est l'autre point, c'est rien ne vous empêche de continuer à aller voir Squeezie ou tous les autres que tu as cités comme pique-nique, on va dire, sans être abonné. Sans être abonné. Moi je parle juste de l'abonnement. L'acte d'abonnement, pour moi c'est vraiment un coup de tampon de putain, ça, je respecte vraiment. Tu vois. Le reste, vous pouvez continuer à aller le voir sans être abonné, rien ne vous en empêche. Voilà, là tu vas manger, tu vas voir une connerie. Là, je vais pas citer de nom vu que j'ai dit connerie, mais tu y vas, il n'y a pas de souci, et c'est tout. On a une intervention. Juste, j'aimerais bien te dire un truc par rapport aux statistiques qu'on a vues cet après-midi, c'est qu'il y avait presque, même plus de la moitié des vidéos qui étaient visionnées en fait par des personnes qui n'étaient pas abonnées à la chaîne ou des titrées comme inconnus. Et je pense aussi que via ces statistiques-là, on peut prendre prendre en compte le fait que justement cette courbe qui diminue au fur et à mesure du temps de la vidéo, c'est peut-être aussi parce que les gens en fait connaissent pas la vidéo, connaissent pas le vidéaste, et que du coup, peut-être qu'ils regardent au début parce qu'ils connaissent pas la chaîne, et que finalement ils se rendent compte que c'est quelque chose qui les intéresse pas. Et donc je pense que cette courbe, il faut prendre en compte le fait que il y avait, je sais plus, presque 60% des abonnés, des personnes qui regardent la vidéo qui n'étaient pas abonnées à la chaîne. Juste pour préciser, tu as tout à fait raison. Le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas savoir. Déjà, tu vois, ils arrivent, ils sont pas abonnés. Donc, est-ce que YouTube, quand il nous dit c'est tant de pourcentage de non-abonnés, il prend en compte que peut-être pendant le visionnage de la vidéo, ils s'abonnent. Donc, il le classe où? Est-ce qu'il le classe dans les non-abonnés parce que dès le début, il n'était pas abonné et après... Mais on ne sait pas, en fait. On n'en sait rien. C'est-à-dire que, est-ce que cette courbe descend à cause des non-abonnés ou des abonnés qui trouvent que cette vidéo... En fait, on ne sait pas, malheureusement, ça. Donc, je peux pas... Après, ça dépend aussi des sujets de vidéo. Si on fait un sujet de vidéo qui est habituel sur la chaîne, là, on va avoir peut-être moins de personnes extérieures de la chaîne qui vont aller voir le contenu en question. Alors que si on fait une vidéo qui parle peut-être à plus de monde, eh bien là, on aura plus de gens d'avoir plus de chances d'avoir des personnes de l'extérieur. Et donc, c'est pour ça que moi, par exemple, sur mes vidéos, il y en a certaines, j'ai peut-être 10% des vues qui vont être extérieures, et sur d'autres, je vais avoir 50%. D'autres, même 80% sur certaines vidéos qui marchent beaucoup. Et voilà, ça reste aussi une question de sujet par rapport à la chaîne. On arrive un peu à la fin. Il y aurait encore plein de questions. Moi, j'ai une chose que je voulais... Ah, pardon. En fait, c'était juste une réaction par rapport au fait que finalement, tout ça, c'est des travers de YouTube. Oui, bien sûr. Le problème, c'est vraiment la plateforme, les intérêts de la plateforme qui organise son interface, qui organise son fonctionnement en fonction de ses propres intérêts, le temps de cerveau disponible, etc., etc. Et qui, en plus, se donne cette image d'outil d'éducation, qui se donne cette image d'outil trop génial, où on trouve tout, où on se divertit, tout est possible, et vous pouvez devenir youtubeur et vous allez faire fortune. Et où finalement, là, j'ai l'impression qu'on assiste à un désenchantement de YouTube, où par un moment, ça semblait tout à fait possible, effectivement, de se professionnaliser, mais où finalement, YouTube, oui, effectivement, il ne prend pas soin des vidéastes, clairement, parce que c'est pas son objectif. Et il y a vraiment ce problème effectivement, toujours avec cette attention où ils vont aller vers... Ce qui va être favorisé, c'est vraiment ce qui va susciter beaucoup de vues, beaucoup de passages, et qui n'est pas forcément de qualité, mais où effectivement il s'agit des travers de la plateforme et pas des internautes, pas des vidéastes. Donc il y a effectivement ce problème-là à dépasser. Après, oui, par rapport au divertissement, en fait, la vulgarisation devient et se transforme souvent en divertissement, étant donné que la vulgarisation, au final, c'est juste des informations scientifiques qui vont être un peu allégées.
Et donc finalement, sur le papier, c'est pas forcément le truc le plus sexy. Et donc, on a beaucoup de vidéastes qui vont, mettre du divertissement là-dedans, et finalement, ça va plus être de la vulgarisation et finalement devenir que du divertissement, comme par exemple Nozman. Au début, c'était assez rigoureux peut-être, comme dans sa méthodologie d'écriture, mais maintenant, c'est plus du divertissement et il cherche plus vraiment à apprendre des trucs aux personnes qui le regardent. Et c'est aussi ça, je pense, le problème. Et par rapport donc à Dr Nozman, donc je l'utilise quand je fais des formations auprès des enseignants du second degré, j'ai une diapo avec des miniatures de Dr Nozman. Alors à chaque fois je dis, je lui lance pas la pierre, hein, il fait comme il peut, il fait comme il veut. Mais au-delà de ça, moi j'ai pu remarquer que systématiquement les titres sont en majuscules. Systématiquement, les vignettes, c'est toujours des expressions complètement exagérées, complètement, où on parlait tout à l'heure de l'évolution du cerveau, où forcément les expressions vont capter l'attention, parce que si on a cette expression-là, c'est qu'il y a quelque chose qui veut vous bouffer ou quelque chose qu'on peut bouffer. Et donc voilà, Dr Nozman, où si vous regardez les vignettes et la présentation de sa chaîne, vraiment, tout est fait pour capter l'attention. Et on est au bord de ce qu'on appelle le clickbait ou le putaclic, où pour s'en sortir dans cette économie de l'attention, dans cette masse d'informations, de vidéos qui sont disponibles, pour capter l'attention, faut des fois avoir recours à des pratiques un peu limites. Et donc, en l'occurrence, ça va être ces titres en majuscules, ça va être des titres hyper racoleurs. Et où finalement, on se retrouve à polluer encore plus, déjà qu'on manque d'attention disponible, on pollue encore plus en attirant, en faisant ces trucs limites qui clignotent, pour dire « regardez ma chaîne à moi ». Et donc, on parle de responsabiliser les internautes. D'accord, ce n'est pas la faute des internautes. La responsabilisation, je pense qu'elle doit passer par une connaissance des ressorts de la plateforme, une connaissance vraiment de cet environnement-là. De petit à petit, à force de la fréquenter, j'espère que vous comprenez comment ça fonctionne, que vous comprenez un petit peu que ce qui vous est proposé par défaut en page d'accueil, sur quoi ça repose, c'est quoi les critères de l'algorithme et comment en sortir et comment finalement prendre soin de votre attention, prendre soin de votre environnement et ne pas vous retrouver avec 36 000 contenus qui clignotent et puis vous ne savez plus où donner de la tête et vous ne savez plus quoi en faire. Moi, juste, ce sera mon dernier mot perso. Je parle de responsabilité des internautes, mais c'est parce que, et j'ai oublié de le dire, pour moi, on a une réelle responsabilité, mais pour moi, c'était tellement évident que je ne l'ai pas dit. Et on parle de Nozman. Lui et moi, en conférence, une fois à Nice, on s'est engueulé parce que clickbait, parce que majuscule, etc. Et nous, par exemple, notre philosophie, c'est pas du tout ça. C'est que je me refuse, mais ça, c'est un point de vue, je me refuse philosophiquement à faire ça. Et on milite, certains créateurs, on essaye de militer avec d'autres créateurs de contenu, etc., pour faire comprendre qu'il faut arrêter de tomber dans ces travers. C'est-à-dire, nous, on met le titre du film ou de l'œuvre qui va être abordée et le nom du format. Et c'est-à-dire que sans jamais avoir joué aucun des jeux de YouTube, c'est-à-dire on sort une vidéo par mois quand on peut, on fait pas de miniature putaclic, ni de titre putaclic, on a quand même presque 200 000 abonnés. Des abonnés de qualité qui vont regarder les vidéos, etc. Et en fait, ça a été un chemin plus dur, plus long. Aujourd'hui, Nozman, il est à 1 500 000. Bon, oui, ok. Moi, je préfère être à ma place, réellement, alors que c'est plus dur, alors que c'est plus compliqué. Et c'est ce que je dis, on a une vraie responsabilité en tant que créateur, et tous les créateurs, on n'est juste pas d'accord du tout. Enfin, il y a différentes écoles, et si on en parlait, on se gueulerait dessus, très clairement. Voilà, merci, c'est tout pour moi. Ce qui est vraiment rigolo, presque avec cette recherche de l'attention en permanence, c'est que tous les vidéastes utilisaient à un moment les titres en majuscules. Et le truc, c'est qu'à un moment, des personnes ont mis des titres juste en minuscules. Et en fait, les titres en minuscules étaient plus mis en avant et attiraient plus que les titres en majuscules. Du coup, tout le monde a remis les titres en minuscules. Et après... il y en a qui ont remis des titres en majuscules et c'est reparti. Et maintenant les emojis, ça c'est sûr. Mais après, là on parle de beaucoup de travers de YouTube, mais j'aimerais aussi mettre en avant quelques aspects bénéfiques de la plateforme. Mettons, on avait Paul tout à l'heure qui parlait du fait que grâce à YouTube, il a pu apprendre beaucoup de choses. Et j'imagine que ça a été un bon tremplin pour toi pour te lancer, peut-être pour rechercher même ailleurs des informations sur l'électro, etc.
électronique, pardon. Pareil pour moi, donc expérience personnelle, s'il n'y avait pas YouTube, je ne serais pas en MMI aujourd'hui. C'est grâce à YouTube que je me suis dit, tiens, il y a des vidéos, comment est-ce qu'on les fait? Et donc c'est grâce à cette plateforme finalement que je suis dans cette formation. Et donc il y a quand même un peu de bon dans cette plateforme. Parce que depuis tout à l'heure, voilà, on dépeint tous les travers. Donc voilà la petite touche positive dans tout ça. Le mot de la fin pour... Alors apparemment on a encore 5-10 minutes. Il y a un mot, 2 mots, je vous en prie. Oh. Ça y est, c'est maintenant que ça démarre. On est à 10 minutes de la fin, c'est habituel. Je voulais rebondir un peu sur l'histoire du putaclic et cette espèce de réponse primaire combat-fuite devant une vignette. Alors moi, il y a un truc que je fais et que je recommande. C'est-à-dire que moi, les vidéos, je les ouvre dans des onglets. Mais par contre, je ne vais les voir qu'au moment propice. C'est-à-dire, bon, j'ouvre quasiment que des vidéos, soit de culture ou de vulgarisation scientifique. Le reste, j'ai pas assez de temps à y consacrer. Mais ça, c'est un procédé qui permet aussi de regarder la vidéo quand on a vraiment envie de la regarder, qu'on a vraiment envie de voir ce que le vidéaste a à nous dire. Et je pense que c'est important aussi de faire attention à ce sur quoi on clique, parce qu'on tombe très très vite dans une spirale de confirmation. Moi, j'avais fait l'essai à un moment, c'est-à-dire que j'écrivais des scénarios, et donc j'avais voulu me documenter sur les théories conspirationnistes. J'ai dû changer de compte YouTube. Parce que l'algorithme, il m'a sorti des trucs. Alors j'avais plus que des vidéos de 20 minutes filmées en plan fixe. Qu'est-ce que tu vas voir ça aussi sans mettre en terre plate. Ouais, ben j'écrivais un scénario de Vampire la Mascarade, hein, voilà. Et il fallait que je sache des... Voilà. Mais j'ai créé un autre compte, c'était terminé, quoi, parce que... Enfin voilà, c'était juste voilà, sur ça que je voulais rebondir, c'est qu'il ne faut pas se laisser trop bouffer par ses instincts non plus sur YouTube. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Moi, le mot un peu de tout ça, c'est contrôle. Nous aimerions contrôler, on a des doutes sur comment vous contrôlez tout ça, et c'est en train, comme c'est exponentiel, tout ça nous échappe. Ça perd, enfin, les enseignants, quand ils sont en difficulté, soit ils sont saisis effectivement de cette opportunité et ça fait modifier aussi les modes pédagogiques avec lesquels on va vous prendre en charge, mais il y a aussi cette perte de contrôle. Ceux qui sont mal à l'aise, c'est parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils perdent le contrôle de l'information, de comment elle est véhiculée, et l'augmentation de tout ça, c'est aussi une déperdition d'informations, parce qu'il y en a tellement qu'au bout d'un moment on s'y perd, vous y perdez. Notre crainte à nous, j'allais dire, et vous m'excuserez, mais vieux cons, c'est que les jeunes cons s'y perdent. On est devant un public qui est un peu particulier, puisque vous êtes quand même là-dedans, vous êtes déjà touché là-dedans, donc vous êtes déjà un public averti, vous avez fait vos armes, vous êtes construit, vous avez fait le choix de venir travailler dans ce domaine-là, donc vous avez déjà un certain recul. On n'a pas n'importe quel public devant nous ce soir, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé, que vous avez déjà fait un peu vos armes. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de démarrer, parce que c'est le frangin qui était dessus, puis on s'y est mis, puis d'un seul coup, on fait tout et n'importe quoi. Puis au bout d'un moment, il y a certaines choses qui aiguisent la curiosité, puis ça crée des besoins, donc le besoin fait qu'on va chercher des choses spécifiques. Vous avez vu un cheminement qui fait qu'aujourd'hui, j'espère, et du moins c'est ce qu'on essaye au moins de vous alerter, c'est d'avoir ce recul, cette critique, et toujours de vous repositionner, de savoir si effectivement c'est YouTube qui essaye de vous rendre esclave en vous manipulant et en vous faisant faire ce qu'il veut, ou si vous gardez encore la main sur ce que vous voulez faire de cet outil-là. C'est toutes ces questions-là, je pense, et il y a un vrai fossé intergénérationnel qui s'est accéléré avec les années, c'est-à-dire que en une vingtaine d'années, on a fait un bond tellement monstrueux que nous, on n'a pas forcément suivi là où vous en êtes. Où vous en êtes, vous, ben, on ne sait pas trop. Et c'est cette histoire de contrôle, de dire mais où on va et qu'est-ce que vous allez en faire, et est-ce qu'à un moment ça vous est bénéfique ou à l'inverse, c'est en train de vous détruire. Il y avait encore un témoignage, je crois. Je voulais Je voulais juste réagir par rapport à cette notion de contrôle. Je pense que plutôt que réfléchir en termes de contrôle, il faudrait peut-être penser en termes de prendre soin, de penser à l'autre. Et du coup, on rejoint l'idée d'interaction entre êtres humains dont tu parlais tout à l'heure en introduction, à savoir, y a YouTube, voilà, elle a ses travers. YouTube, il n'y a pas d'intention derrière YouTube, ils n'ont pas une mauvaise intention, ils essaient juste de vivre en fait. Et donc le fonctionnement fait qu'il y a ces travers.
Mais par contre, nous, en tant qu'internautes, en tant que vidéastes, prendre soin les uns des autres. Donc en tant que vidéaste, avoir des bonnes pratiques en prenant soin de son public. En tant qu'internaute, prendre soin des youtubeurs qu'on apprécie, chacun avec ce qu'on a à sa portée, c'est peut-être ça la solution, plutôt que de chercher à contrôler son public ou chercher à contrôler, je ne sais pas si on peut contrôler son youtubeur, mais voilà, réfléchir en termes de prendre soin les uns des autres et effectivement de remettre de l'humain, d'avoir conscience qu'il y a de l'humain et puis des gens qui en vivent et qui sont derrière et qui peut-être peuvent... c'est un petit peu comme le commerçant du coin qui va être bouffé par l'hypermarché qui va ouvrir en périphérie de la ville. C'est un petit peu le même problème. Penser en termes d'humain, en termes de prendre soin de ce qu'on apprécie, de ce qu'on a envie que ce soit. C'est là où je dis on a un public un peu averti, c'est comme ils sont déjà un peu dedans, ils en voient aussi les travers, ce qui n'est pas forcément le cas du grand public et surtout des plus jeunes. Je pense que vous avez une sacrée tâche, c'est effectivement de réfléchir à comment vous allez faire évoluer tout ça en ayant ce besoin, enfin ce sens de prendre soin d'eux. J'avais effectivement une réflexion autour de la plateforme qui a été partiellement évoquée là le long des débats. C'était effectivement, il y a deux mouvements en même temps, c'est que les contenus qui sont éducationnels sur YouTube arrivent sous une forme vidéo YouTube. Ça n'existerait pas. Nexus 6 ne peut pas exister au cinéma, mais ne peut pas exister au cinéma si YouTube n'existe pas en tant que tel. S'il n'y avait pas eu YouTube, ce genre de contenu n'est pas destiné au cinéma. De la même manière, Monsieur Bidouille, ça ne peut pas directement être dans une médiathèque comme un mode d'emploi. Et donc, s'il y a un type de format particulier qui existe à l'intérieur d'un média dont une plateforme est YouTube, mais avec des travers qui font que on est obligé de se professionnaliser pour mettre des contenus de qualité, mais la professionnalisation amène des coûts, une vie économique qui tend à pousser le youtubeur à faire du clickbait, qui tend à dévaluer la qualité du produit, et au final, du coup, ça se mord un peu la queue. Et comment, pour respecter les uns et les autres, et pour revenir sur la conclusion, comment on peut dépasser ça? Est-ce qu'on peut dépasser YouTube et se mettre ailleurs? Mais alors comment communiquer et comment générer de l'économie, à part sur Tipeee, à part sur des choses où on ferait intervenir les gens, comme je paye ma place de cinéma ou je paye un abonnement à la médiathèque? Et est-ce que ça pourrait pas passer par la fédération, la syndicalisation, par le regroupement de youtubeurs qui sont soit des vulgarisateurs, mais qui peuvent aussi être de tout type de contenu, quoi. Je pense que c'est vous qui allez plutôt répondre. Je voulais juste faire remarquer quelque chose, c'est qu'il y a quelques mois, peut-être 2 mois, YouTube a commencé à essayer de court-circuiter Tipeee. C'est-à-dire qu'ils ont créé un nouvel onglet communauté, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, j'ai vu ça très rapidement, où on peut directement faire des dons aux youtubeurs, aux vidéastes sur YouTube, et on court-circuite du coup les Tipeee. Et donc YouTube se place encore entre les vidéastes et leur public qui veut les soutenir. Et donc peut-être qu'il faut faire en sorte que ce moyen de financement des vidéastes n'échappe pas encore et ne parte pas encore une fois à YouTube, parce qu'on voit bien le problème que ça pourrait poser. Comment se rendre plus direct? On fait un site internet, mais du coup comment est-ce que ce site internet remonte et comment est-ce qu'on peut y aller? Comment est-ce que les internautes peuvent aller à la rencontre des vidéos, quoi, du coup? Ouais, après le problème, déjà Tipeee, moi ça me dérange pas qu'il soit court-circuité dans un sens. Parce que c'est pas non plus des enfants de cœur, quoi. Donc ça va quand même. Mais c'est une boîte, quoi, tu vois, genre voilà. Bon. Mais après que ça se retrouve sur YouTube, je suis pas non plus forcément d'accord avec ça. Je pense que c'est pas une bonne chose que ce soit centralisé encore une fois sur YouTube. Mais globalement, tu disais par exemple sur des nouveaux médias, etc. De toute façon, c'est évident qu'on voit qu'il y a des transformations majeures qui sont sur la plateforme. Et c'est évident que tout le monde réfléchit. Il y a un mouvement là de vidéastes qui partent sur Twitch, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a des mouvements qui sont en train de se faire de ce côté-là. Mais après, ça sera toujours pareil, en fait. On le voit ici. On voit que la solution qui ressort, en fait, c'est la question de la qualité des viewers et de la qualité des vidéos, quoi. Et après, on va dire entre guillemets, un viewer de qualité qui va te suivre parce qu'il t'apprécie, etc. En fait, il faut qu'il ait
le réflexe pour diminuer en fait le bruit, quoi, le bruit ambiant et garder et trier le bon grain de livret selon lui, quoi. Voilà, je suis pas en train de dire que je suis forcément le bon grain. Hein. Ce que je dis, c'est que il faut être capable de séparer. Mais je pense quand même qu'il y a de l'espoir et que clairement il y a un nombre. Enfin, moi, je vois par exemple que je reçois quand même des messages de gens comme Paul qui me disent voilà, moi j'ai fait un truc parce que j'ai vu ta vidéo, etc. C'est quand même vachement encourageant. Et malgré tout, ben voilà, moi je vois la chaîne qui est en train de grossir, ça intéresse de plus en plus de monde. Et il y a quand même, on va dire, un public qui s'est formé en fait autour de la chaîne, qui est là au rendez-vous à toutes les vidéos. Et franchement, ça fait plaisir à voir, quoi. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de se dire que à chaque fois que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à chaque fois que je mets ma vidéo en public et que j'appuie sur OK, j'ai un flux de gens, de commentaires qui arrivent et ils sont genre ultra positifs et franchement c'est génial, quoi. Il y a un effet excitant là. Chaque fois qu'une vidéo sort là, il y a de l'électricité, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment bien, quoi. Voilà, donc franchement, voilà, c'est pas non plus. Je suis content moi d'être là où je suis à l'heure actuelle. Bon, si ça se trouve, je vais pointer au chômage dans un an, mais j'aurais pas regretté de faire ce que j'ai fait, quoi. Voilà. Et je pense qu'en fait, pour l'instant là, il faut qu'on tente des trucs. Et en fait, le problème, le souci, et je terminerai là-dessus, le souci qu'on voit en fait apparaître aussi, c'est que quelque part, je pense qu'il faut tenter, quitte à se péter la gueule et pas avoir de regrets, quoi, plutôt que de tomber dans une espèce de truc mou. On va essayer de suivre des tendances, des machins, et en fait, au final, on va se péter la gueule pareil. Et tout ce qu'on aura fait, c'est rajouter du bazar ambiant, quoi. Donc en fait, je pense qu'il vaut mieux tenter des choses originales et tout, et voilà. Il y avait eu des mains qui s'étaient levées. C'est possible de faire super succinct ? Alors, bonsoir, déjà. Et moi, j'avais une question, le public de YouTube se rajeunit de plus en plus. L'adolescence commence plus tôt, elle se termine plus tard, etc. Et je voulais savoir, donc, dans des YouTubeurs un peu dinosaures, entre guillemets, comment vous fidélisez ces nouveaux arrivants sur votre chaîne, parce qu'effectivement, vous témoignez d'une communauté qui grossit et qui se plaint des fois il n'y a pas eu de vidéo sortie depuis 2 mois. Et donc, comment leur faire part de dire, oui, mais il y a d'anciens contenus, il y a d'anciennes vidéos, il y a les épisodes précédents, etc. Comment vous les redirigez vers ça, ou est-ce que ça se fait naturellement ? Alors, pour faire simple, moi personnellement, j'arrive plus à attirer les tout jeunes, on va dire, genre 18 ans, etc. En fait, mon âge de viewer suit mon âge... Voilà, j'ai 31 ans, le viewer moyen, il a 31 ans, quoi. Je peux pas mentir, parce que je leur ai monté mes statistiques, alors forcément... Et du coup, voilà. Et après, pour les anciennes vidéos, c'est une très bonne question. Et en fait, il y a des gens qui se retapent toutes les vidéos, mais c'est quand même assez rare. Donc du coup, on a quand même... Enfin, moi, j'ai quand même du mal. Il faudrait que je trouve un truc. Il faudrait trouver un truc pour qu'ils aillent voir les anciens épisodes et tout, mais c'est pas évident, quoi. J'ai pas de politique particulière, elle sort, il la regarde ou il la regarde pas, et puis voilà. En fait, moi je parie sur la qualité des vidéos qui va leur donner envie, et j'ai l'impression que ça marche, parce que je veux pas rajouter au bruit ambiant, je veux que en fait, la philosophie de la chaîne, c'est la qualité doit faire que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est que j'ai pas encore fait assez bien, et je dois aller mieux, plus loin, plus haut. Voilà. C'est beau. Abonnez-vous! Merde!